Les gens aujourd'hui vont acheter un produit parce qu'ils vont aimer l'histoire, parce qu'ils vont aimer le marketing qu'il y a derrière. En fait, t'achètes plus un produit pour acheter un produit en fait. Parce qu'il y en a tellement maintenant de marques qu'il faut réussir à se différencier. Tu fais les cas, tes émulsions chimiques dans la salle de bain, tu as la mère qui crie, qu'est-ce que tu fais, ça pue le produit chimique dans toute la maison. Et t'es là, ok, je sais pas trop ce que je fais. Les 6 premiers mois, c'était quand même dur. Tu dépasses pas trop les 1000 abonnés, tu te remets en question beaucoup, tu dis ok, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Et en fait, il suffit juste d'une vidéo qui prend un peu dans l'algorithme. T'as des gens qui achètent qui sont hors potes que tu connais pas en fait. Et dès que tu commences à avoir en fait ce genre de commandes, tu dis ok, peut-être qu'il y a quelque chose. Et une marque, ça se construit pas sur un an. Une marque, c'est comme une start-up. Hein. C'est 3 ans minimum, 5 ans minimum en fait. Première commande, on reçoit 50 t-shirts avec des taches. Et là, je dis ok, c'est mal barré quoi. Bienvenue dans Mal Barré, le podcast qui plonge dans les débuts des startups lyonnaises. Chaque épisode, on donne la parole à des fondateurs ou experts growth qui ont transformé leur galère en succès. Ici, on parle sans filtre des premiers pas, des premières victoires et parfois des moments où tout semblait mal barré. Salut Lohan. Hello, ça va? Ça va et toi? Ouais, de ouf. Trop content de te recevoir pour parler de Costline. Est-ce que tu peux te présenter, mais sans parler de Costline? Sans parler de Costline, du coup, je dirais que je m'appelle Lohan Rocher. J'ai 23 ans maintenant, donc j'ai grandi à Chamonix, donc village montagne où j'ai fait beaucoup de ski, beaucoup de sport. J'ai ensuite effectué mon lycée sportif, donc un cursus vraiment sportif. Et ensuite, j'ai effectué un bachelor à HEC, à Lausanne, puis un master en entrepreneuriat, impact et innovation au Portugal. Donc c'est vraiment là où, on va dire, ma vocation et ma passion pour l'entrepreneuriat a starté en fait. On va dire depuis tout jeune, mais c'est vraiment là où j'ai mis mes activités et idées en place à l'aide de coaching, mentor et aussi professeur. Donc c'est un peu ce qui m'a poussé, mon trembleur, mon rempart. Ouais. Et là, je sens que tu as envie de parler du projet. Ouais, du coup, j'ai pas loin. J'ai pas abordé, mais voilà, en gros, c'est une petite introduction sur moi-même. Mais il y a un truc que tu m'as pas parlé, c'est que du coup, tu fais quand même pas mal de surf. Ouais. Et c'est un lien avec le projet. Exactement. Mais du coup, ouais, en gros, le surf, c'est venu plus tard. C'est pas venu depuis tout jeune. En gros, le surf, c'est venu quand je faisais mes études en bachelor à Lausanne. En gros, on est un groupe de 3 amis, dont un qui est très très bon en surf. Et plus nous, on était bons en ski. Du coup, en gros, on a vécu en colocation ensemble. Il nous a amenés dans le sud-ouest, chez lui. On a commencé à surfer. Et en gros, après, tous nos trips, ils étaient basés sur le surf. Okay. On est allé au Maroc, on est parti au Costa Rica. Et en fait, c'était toujours vocation pour le surf. Et en fait, du coup, on a un peu nourri cette passion pour le surf. On a mis un peu, pas de côté le ski, mais on est parti en Australie pendant 1 an, en Indonésie, en Nouvelle-Zélande. Et ouais, en fait, on a vraiment noué des liens avec ce sport et on a adoré. Donc, mais c'est venu plus tard que le ski. Le ski, ça a vraiment été de ma 0-20 ans et le surf 20 ans maintenant, quoi. Après, c'est normal, j'ai envie de dire, t'es à Chamonix. Voilà, c'est ça. Forcément, tu vas plus aller faire du ski. Mais tout est lié au final dans le sport. Ouais, c'est clair. On ressent les mêmes sensations, la même adrénaline, la sensation quand tu railles, quand tu dévales une pente ou alors railles une vague. C'est vraiment cette sensation de liberté, en fait. C'est là où on peut se retrouver. Ouais, et t'as des bases, du coup, forcément, quand Exactement. tu tombes Après, c'est le balance, l'équilibre, on va dire. Aussi la notion de danger qui est peut-être un peu plus effacée, comme on a déjà pris des risques en ski. On peut se dire, ok, c'est minime comparé au risque qu'on va prendre au début. Voilà, c'est ça, quoi. Trop cool. Et du coup, c'est là où, justement, ça fait un peu la transition avec Costline. Ouais. Parce que du coup, tu pars en voyage. Exact. Du coup, après notre bachelor, 3 ans assez durs, on va dire, intense émotionnellement, on va dire mentalement même. Je pense qu'on avait tous besoin d'une sorte de break. Du coup, on est parti en Australie, les 3, nous 3 ensemble. Et but un peu recherche de stage, mais quand même assez chill, on va dire. C'était pas vraiment pour faire une expérience professionnelle, mais plus pour faire une année sabbatique, en fait. Y a un des 3 qui a trouvé un vrai stage professionnel. Ouais. Sinon, nous, avec Paul, on a bossé dans des shops comme à Rip Curl. On avait vraiment du temps libre pour se préoccuper à nos hobbies, on va dire. Donc, le surf, la course à pied, la montagne, etc. Et donc, c'est là où est venue aussi l'idée de Costline. C'est en fait, on est parti vraiment dans un cadre où, en fait, la mode est hyper engagée. On a vu un peu des gens... Enfin, en fait, on a vu un style qu'on voyait pas en Europe. Et nous, on s'est dit, ok, pourquoi pas ramener en fait cette vibe en Europe. Ouais. Donc en gros, le projet a starté de là. Il a starté, mais
histoire d'une vieille conversation avec un ami qui me dit ouais, bah, t'es pas chaud, on lance une marque rentrant et tout. Et après, j'en ai parlé à Paul hyper intéressé. Et du coup, c'est là où est venue l'idée. Donc, on a travaillé sur un site internet au début. Mais en fait, on va dire que quand tu démarres from the scratch, c'est tellement des notions que tu connais pas, on va dire, et que tu dois apprendre que tu sais pas par où commencer en fait. Ouais. T'as T'as 10 000 l'idée. idées, ouais, t'en as 20. Maintenant, à toi d'aller prendre les meilleures et de réussir à se concentrer sur 2-3 idées et pas trop t'éparpiller en fait. Ouais, c'est clair. Du coup, ça veut dire que donc là, t'es encore en voyage. Mm. T'as cette idée qui est du coup bien concrète. Ouais, Tu la c'est ça. lances maintenant ou tu dis non, j'attends mon retour et je vais la lancer en rentrant? Alors, il y a eu 2 phases en fait. Il y a eu la phase où on a lancé un peu tout ce qui était segmentation, producteur en amont, site internet, Ouais. mais tout ce qui était vraiment recevoir le produit, on va dire tester les matières, ça on pouvait pas. Ouais. Parce que du coup, on n'allait pas faire livrer, on voulait pas produire vers l'Australie, mais plutôt produire en Europe. Du coup, on n'allait pas livrer non plus, ça servait à rien, rentrer en 3 mois. Donc on a fait un peu toute cette prospection en amont pour être sûr de où on allait en fait. Donc notre target audience a été vachement défini simplement, on va dire. On voulait toucher un peu des riders, des personnes qui sont conscientes de ce qu'ils achètent, mais aussi un peu des personnes dans la mode et dans la fashion, Ouais. avec un peu cet esprit boxy, oversize et du coup les coutures inversées qui ramènent au lycra de surf. Et du coup, ouais, on est rentré. Et donc c'est là en rentrant où Louise intègre le projet. Donc là où elle adore l'idée, etc. Elle est à fond dans la vibe. Donc là on rentre et on bosse beaucoup. On s'est dit, ok, on va essayer au début de faire la sérigraphie par nous-mêmes. Donc la sérigraphie, c'est tout ce qui est impression sur le textile. Ouais. Donc on a acheté les machines. C'est pas des coûts énormes en soi, hein. La machine, elle a coûté 160 € au début sur Amazon. Tu fais les 4, tes émulsions chimiques dans la salle de bain. Tu as ma mère qui crie, qu'est-ce que tu fais? Ça pue le produit chimique dans toute la maison. Et t'es là, ok, je sais pas trop ce que je fais. On essaye, au bout d'une semaine, ça marche. On a réussi à trouver le bon procédé chimique. Donc là, on passe à l'impression sur le textile. On avait trouvé en amont des producteurs. Donc ça, j'ai pas spécifié, mais nous, ce qu'on voulait aussi chercher, c'était un peu cet aspect environnemental, impact. Du coup, on est directement sur le Portugal. Ouais. On a trouvé directement une factory. Bon, c'était quand même assez long parce qu'on a eu beaucoup de meetings, etc. Et pourquoi le Portugal, ils ont vraiment une démarche assez avancée sur ça? Le Portugal, en gros, c'est la qualité du textile, la façon dont ils traitent leurs employés qui va être très très mise en avant. Donc, c'est-à-dire qu'ils prennent soin des employés, ils vont les rémunérer correctement, assez de pauses, ils travaillent pas en août parce qu'il fait trop chaud. La qualité du textile, en Europe, tu peux pas trouver. Il y a l'Italie, mais c'est encore vraiment un autre gamme. Mais Portugal, pour streetwear, fashion, pour nous, ça va être le meilleur, on va dire. Ouais, ok. Après, ça a des coûts qui sont un peu plus élevés, on va dire. Surtout pour des jeunes marques qui veulent commencer avec des petites quantités. Il va falloir aussi trouver un peu ta factory et la segmentation, le pouvoir d'achat de nos clients. Ouais, ok. Donc ça, c'était aussi un peu le challenge. Hyper intéressant. Je pense qu'on allait un peu vite aussi sur le projet parce que je me rends compte, du coup, on parle Costline et tout, parce Ouais, que pas moi, de je soucis. connais, toi, forcément, bah, du coup, c'est ta marque. Mais est-ce que tu peux pitcher le projet en 30 secondes, on va dire, tu Ouais. vois, pour des gens qui connaissent pas? Et genre, comment tu vendrais ta marque demain à quelqu'un qui veut acheter des vêtements? Bah, nous, en gros, on a créé une marque de vêtements, rassemblé l'univers de la ride, des personnes qui sont intéressées dans la fashion, mais qui veulent consommer éthique, éco-responsable, à des prix abordables. Donc, c'est-à-dire, on va pas être une agence fashion comme Louis Vuitton, LVMH, Jacquemus. On va rester avec des prix, des pouvoirs d'achat de notre segmentation, donc assez jeunes, qui ont quand même conscience dans ce qu'ils achètent, ils consomment pas n'importe quoi. Et ouais, ça va être en quelques mots, ça va être notre ligne, un peu notre motto, avec un peu l'autre slogan Draw Your Line, qui vraiment encourage et incite à vivre de manière authentique et aventureuse. Donc ouais, c'est une ligne, il n'y a pas de fin. En fait, c'est nous qui créons notre chemin de A à Z, il n'y a pas de point B où on est arrivé, quoi. Et c'est vraiment l'identité même de la marque. Franchement, je trouve ça trop lourd parce que ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de marques déjà qui se positionnent sur ça. En plus, tu viens avec un truc premium. Ou alors, bah, on voit qu'il y a quand même des sujets, tu vois, au niveau de la fast fashion. Il y a quand même des scandales qui sortent de plus en plus. Beaucoup. Toi, tu te positionnes sur ça, en plus avec le côté prix. Et c'est là aussi où je trouve ça intéressant, c'est que toi, du coup, enfin, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression aussi que tu es parti en créant ta marque en disant, bah, qu'est-ce que moi je vais acheter demain, tu vois. Alors, en fait, ouais, notre clientèle, c'est nous, en fait. Quand je dis nous, c'est Paul, Louise et moi.
fait, c'est notre clientèle, ça va être nous trois, ça va être notre groupe d'amis qui propagent à leur groupe d'amis, etc. Mais oui, avant tout, en fait, on a réfléchi à ce qu'on voulait consommer nous. Ce qui manquait, en fait, ce qui semblait pour nous manquer, quoi. Ça, c'est une bonne base et je trouve que ça se ressent aussi dans ton produit. Ça se voit que vous êtes fiers et tous de vos produits. Et pareil, du coup, on n'a pas introduit et tout, on a parlé pas mal de Paul, de Louise et tout. Du coup, ça se passe comment au début? Genre, vous êtes partis tous les trois? On est partis tous les trois, mais du coup, Paul, moi et Raph. Ah, On ok, est il y avait ouais, Raph aussi. il y avait Raph, en Ok. fait. Et on est partis à 3 et on est partis pendant 1 an. On était quand même... Non, en fait, on est juste partis pendant 1 an. Et ensuite, c'est en revenant que Louise a intégré le projet. Ah oui, ok. C'est ça. En gros, il y a eu une préparation de 3 mois en amont où on a travaillé site internet. Elle était au courant quand même, site internet, segmentation, ce genre de choses. On travaillait, je me rappelle, on était à Lombok, en Indonésie, on se mettait dans les cafés, on n'allait pas sur Fiverr, on crée un site web là. Le pote qui revenait le soir après la session, il se dit c'est bon, votre site web est avancé, regardez ce qu'on a fait. On était tout content, on apprenait tout quoi. Et ouais, en fait, c'est assez simple de créer un site internet quand tu connais rien. Avec Shopify aujourd'hui, ils ont des bonnes bases et des bons templates. Tu peux te lancer assez Ouais, tu rapidement. peux te lancer assez rapidement en soi. Et c'est ce qu'on a fait, nous. Hein. Et après, ouais, on était meeting sur meeting avec des factories. On les appelait, on a essayé de trouver jusqu'à qu'on trouve vraiment ce qui nous correspondait, en fait. Et du coup, là, actuellement, comment vous répartissez les tâches entre justement tous les membres dans l'équipe? Bah après, c'est toujours un peu compliqué encore à définir, on va dire, des tâches très précises. On sait que Paul et moi, ça va plus être du marketing. Louis, ça va plus être de la logistique, organisation, création, portfolio, etc. Et après, tout ce qui est comptabilité, là, on va aussi passer à Lou. Nous, on va plus faire l'aspect finance aussi. Donc ouais, en fait, on a un peu tous nos pôles. C'est encore un peu vague. En fait, ça émerge de jour en jour, on va dire, où on est meilleur, où on aime le mieux. Mais c'est pas un processus court terme. C'est vraiment, ça prend du temps, quoi. Mais c'est vrai que moi je le vois aussi, tu vois, dans la création de boîte avec Damien, on voit en fonction de qui a des appétences. Au début, forcément, on fait un peu la même chose en même temps parce qu'on lance le truc, donc il faut créer déjà un truc stable. Et après, en fonction de l'appétence de chacun part dans sa direction. Ouais, clairement. Et c'est ça qui est aussi dur, on va dire, à trouver parce que tu penses peut-être être bon dans quelque chose, mais tu l'es pas forcément. Il faut aussi avoir assez de recul pour entendre la critique, se dire, ok, c'est peut-être pas un truc où je suis bon, même si j'aime au final. Mais c'est là où Et vous aussi, avez l'avantage aussi, vous êtes plusieurs, tu vois. On est plusieurs et on a quand même un bon groupe d'amis solides qui peuvent nous dire genre les choses et on va les écouter, quoi. On a la chance d'être, pour moi, bien entouré. Et je pense que c'est aussi le fait que Costline, aujourd'hui, ça a réussi à démarrer. Parce qu'on va dire une marque de vêtements, tu le vois dans les 6 premiers mois, si elle a du potentiel à démarrer ou si tu peux abandonner, quoi. Et c'est aujourd'hui où notre groupe d'amis a fait qu'on en est là. Parce qu'en fait, ils ont été solidaires, on a fait des événements de lancement, tout le monde était réuni, ça a parlé, sur les réseaux, ça a partagé, ça a relayé les messages à fond. C'est vrai que c'est un point important aussi que tu dis, c'est que aujourd'hui, de lancer quand même une marque comme ça de vêtements, c'est quand même pas simple. Comme tu dis, il y en a beaucoup qui essayent et qui se plantent. Et même des fois, il y a des gens qui arrivent plutôt avec une audience, tu vois, donc déjà qui sont installés, des influenceurs ou quoi. Ils essayent de créer une marque et ça prend pas. Et toi, du coup, t'expliques que c'est plus par le côté référol, j'ai envie de dire, du coup. Bah moi j'ai envie de dire c'est aussi le storytelling qui a derrière la marque. Nous on a quand même une grosse storytelling à raconter, on a une histoire en fait. Les gens aujourd'hui vont acheter un produit parce qu'ils vont aimer l'histoire, parce qu'ils vont aimer le marketing qu'il y a derrière en fait. T'achètes plus un produit pour acheter un produit en fait, parce qu'il y en a tellement maintenant de marques qu'il faut réussir à se différencier. Ça va aussi avec le groupe que t'as et on va dire la trempe de lancement que tu vas avoir. Et c'est là où nous on a eu la chance en fait. Comment vous avez fait du coup? Parce que si on reprend les étapes, du coup, tu rentres de ton voyage, vous avez acheté toutes les machines, vous avez commencé du coup à faire la sérigraphie dans le garage, ton garage, c'est ça en plus? Chez moi, dans mon garage, dans ma salle de bain. Et c'est venu un peu de source. On a fait les premiers protos. On s'est dit, ok, maintenant, comment on fait en fait? Donc, création d'Instagram, déjà créé en amont, création d'un logo, déjà créé en amont, donc on est tout prêt. Maintenant, il faut faire des photos, il faut faire un event pour lancer. Donc, on a la chance à Chamonix, c'est une petite ville. On crée un event dans un restaurant d'un pote. Et on met un DJ line-up, c'était trop bien. Il y avait tout le monde qui s'est fait relayer le mot. C'était vraiment une belle ouverture. Et après, tout le monde a spread le message en fait. Sur les réseaux, on partageait. C'est là où peut-être on a un
un avantage sur les réseaux, on est assez actif et très dynamique et on sait faire du contenu qui est assez interactif en fait, qui va plaire aux gens. Tu parles tes réseaux perso aussi ou Costline en général? Coastline plutôt, ouais. Ouais. Enfin, même le réseau, on était quand même assez fort. Après, c'est vrai que les 6 premiers mois, c'était quand même dur, hein. Comme je disais, les 6 premiers mois, tu dépasses pas trop les 1000 abonnés, tu te remets en question beaucoup, tu dis ok, bah, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Et en fait, il suffit juste d'une vidéo qui prend un peu dans l'algorithme, où tu perces un peu plus que d'autres. Tu commences à toucher une audience, tu prends des abonnés, tu as des gens qui achètent qui sont hors potes que tu connais pas en fait. Et dès que tu commences à avoir en fait ce genre de commandes, tu dis ok, bah, peut-être qu'il y a quelque chose et du coup aller chercher cette niche. Et c'est comme ça que nous on s'est mis Et c'était plutôt organisé, genre au début, vous êtes arrivé en mode avec un calendrier, tu t'es dit genre, je sais pas, tous les jours, tous les 2 jours on poste, ou c'était plus... au bol, franchement. Ah ouais? Ah ouais, au début c'était là la limite, oui, là on a un calendrier sur les 2 mois à venir, mais alors non, la première, elle est un peu moins que la première année, mais non, pas du tout, hein. C'était je reçois le sample, je shoot et je drop quoi. Et je fais des précommandes au début parce que t'as pas trop d'argent. Acheter du stock c'est compliqué parce que en fait combien je commande de XS, combien de S, combien de M, bah, t'as Ouais, pas tu trop sais de pas. Pas niveau d'historique. data, t'as zéro historique, zéro data, donc t'es là ok, tu tapes sur internet, tu te références à d'autres, tu sais jamais ce qui est vrai, en fait on peut te baratiner aussi, hein. Et nous comme on produisait au Portugal, nos coûts de prod ils étaient assez élevés, donc on s'est dit ok, bah si on merde en fait il y a plus de coastline, donc en fait faut qu'on soit très vigilant sur ça, parce qu'on n'avait pas les fonds pour assumer derrière un gros stock. Et du coup, ouais, on a fait en précommande une grosse pièce qui a bien marché. On a fait une grosse collaboration. On s'est dit aussi, il faut qu'on fasse des collaborations, il faut qu'on touche des gens qui sont assez connus, on va dire, influents, qui vont nous aider à spread aussi le message. C'est pour ça aussi que c'est grâce à ça aussi qu'on s'est fait connaître en février. On a fait une collaboration avec le rappeur suisse Dime, Ouais, j'ai vu très ça. influent. Ça, Très ça a stylé. très bien marché. En fait, c'est un peu là où on s'est dit, ok, là, il y a un potentiel. On a vraiment dépassé les 200 commandes de gens qu'on connaissait pas du tout. On s'est dit, ah bah là, il y a quelque chose à faire en fait. En plus, c'est un vrai signal parce que c'est quand même un artiste, tu vois, il fait hyper attention à son image. Ouais, Et s'il valide aussi tes vêtements, ça ça. veut dire que, tu vois, il approuve la marque. Et c'était même, rien que le shooting, je me rappelle, c'était trop G. Enfin, pour moi, Dime, c'est un des rappeurs que j'écoute depuis que je suis gosse. Et donc, quand il m'a répondu, j'étais, ah ouais, là c'est cool, là. Et là, je continue, là, je suis prêt à payer, mettre le budget pour l'avoir avec nous en collaboration. Et après, voilà, une équipe d'un photographe et on allait shooter la journée à Genève avec lui, c'était incroyable. Mais en plus, ce qui m'intéresse et tout, parce que j'ai eu un peu l'info tout à l'heure par Louise, genre comment ça s'est passé avec Jimé, et ça, je pense que c'est intéressant parce que c'est pareil, c'est des choses où on se dit c'est peut-être inaccessible, on sait pas trop comment s'y prendre. Et toi, bah, je vais te laisser raconter, mais genre l'histoire, elle est quand même assez simple pour prendre contact Bah, avec lui. ouais, en vrai, l'histoire est simple, mais dans l'histoire, j'ai quand même un facteur où, en gros, Dime, depuis, on va dire, c'est un de mes rappeurs préférés depuis que je suis gosse. Donc, en gros, je répondais tout le temps à ses stories, en fait, et du coup, j'étais déjà dans ses DM, il m'avait déjà accepté. Comme je suis peut-être de Genève, on est un peu, peut-être, voilà, pas du tout, il me connaissait pas, mais en gros, ouais, c'est de Genève. Et du coup, le fait que je lui envoie un message, j'étais sûr qu'il allait voir, mais pas sûr qu'il allait répondre. Du coup, je lui envoie un message, je lui explique le projet, je lui montre la pièce. Il me dit qu'il est grave intéressé, qu'il me donne ce numéro de son manager. J'appelle son manager, on s'entend super bien. Franchement, merci à lui d'avoir soutenu comme ça, parce que c'était incroyable niveau corporation. Et du coup, ensuite, il me dit, ok, bah, Dime, il rentre de la Fashion Week, il est dispo telle date. Et moi, j'étais ok. Et c'était genre 2 jours. Et j'avais pas de cam. Et j'avais tous mes potes, ils étaient pas dispo pour shooter. J'avais pas de photographe. J'ai dit, mais je veux pas avoir 10 mai et c'est moi qui vais faire le shooting, tu vois. Je suis À incapable. l'iPhone. À l'iPhone, ouais. J'ai dit, non, je peux pas me pointer comme ça va être trop la loue sinon. Ah, et j'ai un ami qui me passe le nom d'un autre ami. Et c'est encore où Costline n'avait pas beaucoup de budget. Tu vois, donc nous, on voulait quand même un photographe à la hauteur, mais on n'avait pas de budget. Donc C'est un c'était peu un pari, tu mets déjà du coup 1000 balles pour bah ouais, l'artiste. tu mets déjà à peu près 1000 balles pour l'artiste et t'es derrière, il faut que tu remettes encore pour un photographe. Et du coup, on a eu trop de chance. On a trouvé un photographe, Mathéo Schall, incroyable, qui a direct sauté sur l'occasion. Et je pense qu'il est aussi intéressé pour shooter pour Dime, parce que du coup, Dime, c'est aussi, ça ouvre des portes, hein. Ah, carrément. Et du coup, bah, il a vraiment sauvé le projet. Il a dit oui, je suis chaud. Je suis allé chercher Annecy. J'ai fait Chamonix-Annecy, Annecy-Genève dans la journée. On a shooté. Ça a duré 4 heures. Et ils avaient cette synergie, les deux. Donc Dime et Mathéo. Ils s'entendaient trop bien. Ils avaient les mêmes idées. C'était ta. Dime était un peu fatigué. Du coup, Mathéo, il disait oh, shoot là. Il se réveillait, il enlevait les lunettes, pop, pop. Et c'était hyper rapide. Vraiment, en 4 heures, on avait des photos hyper cool. Ouais, donc c'est un peu ce qui a marqué un peu le tournant de Coastline. Je trouve que c'est un bon exemple aussi justement de la partie, je t'en parlais, tu vois, des 0 to 1. Nous, c'est aussi ça qui nous intéresse. Le fait de se dire, bah, ok, j'ai envie de mettre quelque chose en place. C'est quoi la première étape que je fais?
Du coup, là, on a l'exemple avec le fait, je veux un modèle qui parle aux gens et qui influence les gens. Du coup, bah, c'est assez simple de ce qu'il faut mettre en place. Tu as d'autres exemples? Genre, typiquement, je pense demain, il y a quelqu'un qui veut se lancer sur une marque pareille de vêtements comme toi ou qui veut lancer un produit un peu dans un univers similaire. Genre, est-ce que tu te rappelles, toi, vraiment concrètement, c'est quoi tes premières étapes que tu as dû mettre en place pour bah, que ça soit concret comme projet? Bah, trouver son histoire, trouver sa niche, à qui tu vas parler, en fait, qui vont vraiment acheter tes vêtements tout premier. Bah, du coup, regarde autour de toi ton cercle. C'est quoi tes hobbies, c'est quoi tes passions? Toi, pourquoi t'achètes un vêtement demain? Les designs qu'il va y avoir dessus. Et dès que tu as déjà en fait cette segmentation, là, c'est un cran que tu passes au-dessus. Est-ce que tu vas aller sur une marque qui est sustainable 100%? Est-ce que non, t'es plus enfin, prends pas en compte ça, parce qu'aujourd'hui, il y en a plein en fait qui s'en foutent hein, complètement. Et ça marche aussi, hein. Ça va dépendre de Et la ça, tu, niche. tu poses des questions, du coup, tu vas avoir des gens. Parce que toi, comme on le disait tout à l'heure, tu t'es quand même basé sur votre groupe, genre ce que vous avez envie d'acheter et tout. Mais est-ce que quand même tu as fait une petite recherche utilisateur pour savoir, genre, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent concrètement? Oui, oui, bien sûr, mais c'est en fait, c'est ce qu'on voit aussi durant tout notre bachelor, en fait, en cours, en fait. Enfin, c'est là où on a compris l'importance de l'impact environnemental de nos jours, et c'est aussi pourquoi en master, j'étais là pour appuyer sur le projet. Et en fait, une fois que tu sais où tu vas, et bah, trouver, organiser des événements, parce que ça va pas se faire tout seul, hein. Il n'y a pas beaucoup, le pourcentage de chance que ça s'effectue, enfin que tu aies la chance sur ça, il est minime, la chance, ça se provoque en fait. Si un jour tu as de la chance, c'est que tu l'auras mérité. Et je me suis toujours dit ça. Du coup, en gros, organise des événements, trouve des influenceurs qui peuvent être en rapport avec ta marque. Par exemple, pour revenir à Dimé, Dimé, c'est un skater de Genève. Donc, en fait, il fit clairement avec Coastline. Ouais, c'est sûr, C'est dans un la rider, DA en fait. complète. Ouais, c'est un rider complet. Et donc, c'est pour ça que nous, on l'a sélectionné. Et va pas chercher quelqu'un qui est hors enfin, genre qui est hors DA, en fait. Ouais. Parce que là, tu peux te gourer. Même s'il est hyper connu demain, s'il fit pas avec ton audience, ils s'en foutent, quoi. Qui lui porte. Il faut vraiment que ça fit avec tes values. Ouais, clairement. Et aussi, il y avait une partie aussi que tu me disais sur le côté quand même, où du coup, bah, forcément, quand tu lances un produit comme ça, c'est compliqué d'aller chercher les bons fournisseurs. Et tu te rappelles, du coup, c'est quoi, genre, enfin, comment tu t'y prends, pareil, parce que toi, t'as pas forcément d'expérience dans le domaine. Genre, vers qui tu t'es tourné pour aller justement chercher ces... Bah, en vrai, c'est un peu les ads qui m'ont eu, hein. C'est vrai? Ouais, c'est juste en scrollant et en fait en parlant de ça, en fait le téléphone il nous écoute, on va pas se mentir, mais du coup je suis tombé sur des ads de fournisseurs sur les réseaux qui savaient bien vendre en marketing. Bah, du coup j'ai cliqué, hein, et j'ai converti, hein. Et du coup c'est comme ça, sinon on recherche, hein. Beaucoup de recherches sur internet. Après tu trouves un fournisseur, tu regardes sur les forums, les avis clients, tu regardes comment ils fonctionnent, les MOQ, les coûts de prod, etc. Et si ça fit, c'est comme ça, mais c'est vraiment dur. Ah, franchement, même si tu veux changer, là, on est en train de vouloir changer d'usine, et ben c'est un vrai bordel parce que du coup, en fait, tu dois tout remettre en question, tu dois recréer une relation qu'on a déjà établie Ouais. avec depuis un an. Enfin, je veux dire, des calls avec eux, avec notre factory, on nous a organisé une centaine. Tu vois, il y a comme une grosse relation en fait de confiance. Mais maintenant, aujourd'hui, si on veut se diversifier, produire plus, peut-être diminuer aussi nos coûts de prod, bah, il faut recréer toute cette relation en fait. Ouais, puis t'as des attentes quand même particulières avec ton produit. Ouais, T'as le c'est côté ça quoi. premium qui rentre en jeu, du coup. Ah, c'est vrai que nous, on cherche pas n'importe quelle usine, donc c'est pour ça que il y a beaucoup de filtres qui font qu'à la fin, tu as un petit échantillon, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, genre, au début, c'est genre... c'est un échange complètement à distance ou genre, au bout d'un moment, tu vas voir l'usine, tu vois comment ça Bah, se passe? t'as deux façons de procéder, hein. Nous, ça, c'était un échange. Dès qu'on a su, au bout de deux, trois pièces, que c'était la bonne, on s'est directement rendu au Portugal. Bon, après, c'était plus facile parce que nous, on était déjà au Portugal. Donc, on a pris la voiture et on est allé à Porto. Ouais. On a fait un meeting avec des factories. On avait plusieurs, comme on travaille avec plusieurs factories, il y en a une qui est spécialisée dans le streetwear, une qui est dans le swimwear. Donc on allait voir tout ça en même temps, on a beaucoup discuté avec eux. Et puis c'est tellement cool, rien que pour le content, tu peux voir des images et rien que louer un lien, on va dire, physique, c'est vraiment cool, Ouais, ça ça change fait du toujours la virtuel. diff, ouais. Bah ouais, là maintenant, les gars, je les connais très bien, on se parle sur Insta, WhatsApp, privé, c'est les boss quoi. Donc je trouve ça important, même si tu as un problème en interne, c'est vite plus réglé que si tu as passé par un chatbox. C'est Le une mec qui te relation à répond, ouais. privilégier. Je trouve que c'est hyper intéressant, surtout que moi, personnellement, c'est pareil, c'est un domaine, tu vois, genre, je maîtrise pas du tout. C'est toujours intéressant de voir comment ça se passe, vraiment les prémices. Maintenant, pareil, même si on en a quand même un peu parlé, tu l'as introduit,
Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir genre, ta stratégie de croissance qui est basée quand même sur plusieurs éléments que tu viens un peu de nous teaser. Genre en mode premier événement, quand même, bah, pour le coup, c'est les événements. Parce que tu as commencé en créant des événements et du coup créer l'engouement autour de ta marque. Deuxième, quand même, c'est le côté Instagram, genre où du coup, tu as fait évoluer le média et de manière organique, vous avez quand même bien poussé la marque. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, vous êtes à plus de 14 000 abonnés, C'est ça. quand même, ce qui est quand même pas rien et assez bien fait. Et le troisième élément, mais ça pareil, je pense que je vais garder un peu la question parce que ça m'intéresserait qu'on rentre un peu plus en détail. Mais déjà sur ces deux aspects, bah, comment ça s'est passé encore une fois au début? Comment tu le vois aujourd'hui dans ta strat? C'est vraiment encore un truc que tu fais régulièrement ou... En gros, là, en fait, ce qui était compliqué aussi au début, c'est qu'on était encore en études, hein. On Ouais. était tous les trois en études, donc il fallait réussir à manager, avoir une bonne balance entre études et travail à côté. Donc en fait, ouais, bah, tu bosses les week-ends, quoi. Il n'y a pas le Ouais, choix. c'est ça. Et en gros, ouais, organiser plus d'événements. Là, on était que full organique sur les réseaux. Donc maintenant, on commençait aussi à mettre des ads, parce que du coup, le contenu organique de nos jours, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Vous avez fait des ads du coup? Non, on n'a pas encore fait d'ads, très peu. Et là, on voulait vraiment s'y remettre, enfin, on voulait vraiment s'y mettre à la rentrée. Ouais. Donc dans ces zones-là. Et le Euh, peu que tu as fait, c'est pas ce qui t'a ramené sur la On commu, va quoi. dire que si, en gros, le peu qu'on a fait, ça a bien converti. Après, on n'a pas fait sur vraiment des périodes où on pouvait avoir des vraies datas. Ouais. En gros, c'est comme si on n'avait pas fait, quoi. C'est comme si on avait fait que de l'organique depuis le début. Et on n'a pas fait vraiment du ciblage, etc. Donc sur Meta, on n'a quasiment jamais utilisé. Donc c'est un peu ça aussi, les next steps qu'on doit avec Costline, organiser des pop-up. En fait, on a organisé des events où on ramène de plus en plus de gens, mais pas de pop-up, on va dire de vrais pop-up, de magasins éphémères ou à Paris, Ouais, avec etc. Voilà, toute ta exactement. collection et tout. Exactement. Là, c'était que des events pour fêter les 1 an de Costline. On a refait au même endroit à Chamonix. Donc là, c'est vraiment organiser des events plus gros. On peut ramener plus de gens, pas à Chamonix, parce que Chamonix, ça touche une niche aussi. T'es vite limité, quoi. Ouais. Il n'y a pas tout le monde de Lyon, Paris qui veulent aller à Chamonix, quoi. Et ouais, du coup, c'est ça. Et continuer sur cet esprit un peu de collaboration avec des personnes qui sont dans la DA de Costline. Donc là, en ce moment, on est en train de tourner une campagne tout autour d'un peintre, un artiste qui est très floral, parce que Costline, c'est très floral aussi. Et du coup, on s'est rendu à Amsterdam. Nous, on aime vraiment bien ce contact physique. On s'est rendu à Amsterdam dans son univers pour un peu capturer tout son univers, son studio où il peignait, etc. Et donc, on a fait toute une campagne autour de lui, podcast en anglais, qui va sortir la semaine prochaine aussi, notamment. Et ouais, en fait, nous, ce qu'on aime bien, c'est aussi, ouais, c'est ça, c'est ce contact physique, comprendre l'histoire qu'il y a derrière chaque pièce. Du coup, il a dessiné à la main et nous, on a printé sur le t-shirt, sur le crewneck, pardon. Et du coup, c'est ça, en fait, c'est avoir une histoire à raconter derrière ton produit. Parce que, comme je disais, les gens aujourd'hui, ils achètent un produit parce qu'ils aiment l'histoire ou parce que ça leur ressemble, mais pas un produit pour un produit. Ouais, c'est clair. Mais du coup, ça fait le lien où justement, là où je voulais qu'on rentre un peu plus en profondeur, c'est clairement l'aspect, comme tu dis, genre là, Instagram, des événements, pareil aussi, tu fais aussi un peu des concours sur Instagram et tout. Et c'est clairement des choses qui, on va dire, sont plus des canaux, tu vois, de communication ou des canaux de distribution. Mais ce que je trouve, en tout cas, ce que je ressens le plus au niveau de Costline, c'est au niveau de ce que tu dis du storytelling, où vous avez vachement poussé le truc avec, tu l'as dit, genre des vidéos. Là, du coup, la stratégie de podcast qui arrive. Et pareil, je voulais avoir ton avis, ton ressenti et aussi de la stratégie que vous avez derrière par rapport à ça, de pousser le storytelling et pourquoi pas aussi pousser le building public. Parce que je sais, c'est un truc qui se fait pas mal, tu vois, enfin, en tout cas, qui se fait de plus en plus. Ouais, vraiment. C'est un truc que vous voulez pousser, vous, de votre côté? Bah, nous, on adorait, hein, mais ça prend encore une fois énormément de temps de pousser ça. Donc en fait, il faut réussir à trouver une bonne balance pour pas. En fait, c'est ce que je disais, il y a tellement d'idées, tellement de trucs à faire, mais il faut essayer de les filtrer et trouver un peu les meilleurs. Ouais. Donc ouais, c'est quelque chose sur le long terme qu'on veut clairement faire. Là, on aimerait bien faire plus de séries podcasts. Comme je parlais tout à l'heure avec Damien, c'est faire aussi des podcasts un peu avec notre DA derrière, en fait. Et ça, on n'a pas encore trouvé comment on pourrait faire le format le plus optimum pour Costline. Donc on est toujours à la recherche et on implémente toujours de nouvelles choses. Donc on n'a pas encore trouvé ce qu'on voulait faire par rapport à cette chaîne de podcast. En vrai, j'ai trop hâte de voir ce que vous allez faire parce que je trouve que vous avez, enfin, déjà, vous avez un potentiel de fou et vous partez un peu dans cette DA. Et je sais pas si ça te parle aussi, le CEO, j'ai plus du tout son nom, mais de Gymshark, où genre en fait, lui, il a carrément poussé sa marque
via son côté personal branding, où en fait, il faisait des vidéos YouTube où il montrait le process de création, ce qu'il faisait et tout. Et derrière, en fait, sa marque a notamment grossi grâce à ça. Ouais, bah après, quand tu lances une marque et t'as un personal branding qui est déjà énorme, ouais, là, c'est du travail mâché en fait. Mais Après, que t'as attention, mâché il a avant. lancé, et en fait, il a développé son personal branding et en même temps que sa marque. Du coup, ça Ok. a poussé le tout en même temps. Ouais, c'est ça, c'est qu'il avait deux qui un peu canaux et du coup, ça T'as a grandi en convergé même temps, quoi. ouais. Ah, bah ça, c'est trop bien ça. Et ça, ouais, le personal branding, moi j'adore. C'est Franchement. ton ambition aussi, du Ouais, coup, c'est ça. mon ambition. Moi, à terme, mon ambition, c'est aussi de faire beaucoup de personal branding sur les réseaux. J'adorais. Là, on se concentre quand même pas mal sur Costline parce qu'il y a quand même beaucoup à développer. Dès que Costline aura déjà un peu grandi et qu'il sera un peu un bébé autonome, là, c'est aussi pousser le mien en même temps. J'essaye aussi, mais il faudrait faire en fait les mêmes vidéos que je fais pour Costline sur mon compte personal branding. Ouais, c'est C'est ça. double de travail, quoi. Donc, à la limite, dès que tu commences à recruter, etc., oui, c'est quelque chose qui est clairement envisageable dans la pipeline. On va dire pour rester sur le sujet un peu plus Costline, parce qu'après, pareil, il y a un deuxième sujet aussi que je pense que tu vas introduire. Est-ce que tu aurais des métriques à nous partager? Donc, typiquement, des chiffres sur genre un nombre de ventes. Pareil, on a parlé du nombre d'utilisateurs enfin, le nombre de followers sur Insta, vous êtes à plus de 14 000. Mais est-ce que tu as déjà des chiffres où tu es fier de partager? Et aussi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi, toi, quels sont les indicateurs que tu auras le plus, tu vois, pour faire évoluer justement ta marque? Bah, en fait, ouais, au début, nous, on était quand même, waouh, on a dépassé les 10 000 abonnés sur Instagram, c'est trop cool et tout. Et après, tu te rends compte aussi que ça converge, oui et non, en fait. Ça veut dire, on va dire, ça dépend si tes abonnés ils sont actifs ou pas. Du coup, nous, on s'en est rendu compte que en fait, ça convergeait bien. Plus on prenait sur Instagram, plus nos ventes étaient augmentées parce qu'en fait, c'est notre seul canal de distribution. Ouais. On produit pas en B2B, donc on produit pas dans les shops. Du coup, en fait, plus notre communauté elle augmente, plus nos ventes ils vont augmenter comme ça. Et ouais, niveau chiffre, bah, en un an, on a fait quand même plus de 2000 ventes. Donc, c'est des chiffres où on peut être que fier. En fait, on s'en rend peut-être pas compte parce que nous, on veut toujours plus haut. Mais si tu remets un peu les pieds sur terre, tu prends un peu de recul, tu te dis putain, ça fait un an qu'on a créé la marque. On part de ma famille et mes amis qui achètent. Et là, on a des commandes un peu partout dans la France, en luxe en Belgique, en Espagne, au Portugal, à Londres. Et t'es là, ok, bah, c'est cool parce que ça fait que un an en fait. Ouais, c'est ça. Et une marque, ça se construit pas sur un an. Une marque, c'est comme une start-up, hein. C'est 3 ans minimum, 5 ans minimum, en fait, avant que tu puisses commencer à en vivre, en fait, parce que c'est dur au début, quoi. Ouais, c'est clair. Donc ouais, c'est des chiffres qu'on est clairement fiers de partager. Même le nombre de clients qu'on a activement sur notre site internet, le nombre de emails qu'on a rentrés. Tu l'as en tête, enfin, en tout cas, tu veux le partager? Il est en email, on est autour des 4000, 5000. Ok. Donc après, on n'est pas très fort en newsletter, c'est aussi un domaine où on veut s'améliorer. On a une base, mais on n'est pas actif en fait. Ouais. C'est ça, et ça prend aussi encore du temps, encore une fois. Ouais, Et c'est donc ça. c'est ça, mais c'est vraiment un des bullet points où on veut en venir dans la pipeline de l'année de Costline. Ok. Du coup, nombre d'utilisateurs, t'as des chiffres peut-être en tête, genre nombre de ventes ou... En gros, nombre de ventes, depuis le début, on a fait plus de 2005. Nombre d'utilisateurs qui sont actifs, enfin qui sont allés sur le site internet, on est autour des 10 000 utilisateurs, un peu plus. Ouais. Après, c'est vrai que tu me comparer, je sais pas à qui je pourrais... Les insights de marque, c'est très dur à avoir, où tu les as, mais de grandes marques. Donc après, t'as l'air pas très crédible, quoi. Puis c'est incomparable. Et c'est surtout, ce qui m'intéresse, c'est de voir, toi, genre, déjà, quand t'as vu l'évolution, en te disant, du coup, on est parti quand même de zéro, et maintenant, tu vois, on est à ce nombre d'utilisateurs qui est de 10 000 sur Ouais. ton site internet. C'est quand même... Et en plus, que en organique, qu'avec du Instagram, Ouais. c'est quand même fou. C'est ça. Tu te dis quoi demain? Genre, me concentre sur mon nombre de followers, du coup, forcément, parce que tu disais que ça va faire augmenter aussi tes ventes. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu dis, je vais essayer vraiment de regarder et je vais essayer d'améliorer? En fait, le nombre de followers Instagram, c'est tellement... En fait, je pense que de nos jours, quelque chose qui tient à cœur, en fait. T'as envie d'avoir un nombre qui est exponentiel. Mais c'est pas vraiment, je pense, le meilleur indicateur aussi à regarder. Parce que j'ai plein d'exemples dans la tête de marques qui se soucient pas de ça et qui ont des CA énormes, en fait. Donc aujourd'hui, il faut être fort sur Google Analytics, il faut être fort sur les ads, Meta, etc. Et ça, c'est pas un domaine qu'on maîtrise du tout. Donc moi, je me dis, là, on a une bonne base. Maintenant, on va les développer et chercher une autre base qu'on n'a pas pour réussir à converger les deux. Et en fait, cette base, donc Meta, Google, ça va faire aussi monter cette base. Ouais. Et là, on est à zéro, là, on est au point mort. On n'a même pas commencé. Donc c'est encore, cette année, c'est là où on veut aller, en fait. C'est là où on veut faire grandir cette base et la mettre au même endroit. Ouais. Donc les deux, elles convergent ensemble.
Ouais, puis tu as un historique, tu as aussi des éléments de comparaison. Tu vas voir comparé à Instagram, est-ce que ça fonctionne mieux? C'est ça. Et puis surtout que le client qu'on va aller chercher, il va arriver sur une page Instagram, il va se dire, OK, bon, ils ont quand même une audience, il y a des gens qui sont présents sur cette page, ça répond, la communauté, etc. Donc, c'est cool, je m'abonne. C'est pas un scam, quoi. L'autre sujet sur lequel je voulais passer un peu de temps, c'est quand même. On peut pas parler d'un pivot parce que tu sais, un pivot, c'est en gros quand la marque elle change d'orientation. Mm. Mais quand même, il y a une nouvelle stratégie qui est un peu détachée de Costline. Ouais. Où du coup, maintenant, vous voulez cibler du B2B. Ouais, bah en fait, ouais, comme on parlait tout à l'heure, ça c'est vraiment l'offre qui arrivait à nous. Et en fait, c'est-à-dire que comme on était beaucoup dans les universités, on a eu des associations. Donc en gros, les associations nous ont contactés pour produire un peu des produits pour eux. Donc ouais, je voulais même produire Costline et tout, faire des collabs, etc. Et nous, on était, bah, on va pas mettre Costline de partout parce que c'est notre image de marque qui est en jeu, on veut pas la détruire. Du coup, on s'est adapté à cette offre pour créer en fait une demande. Et donc là, on est en train d'ouvrir un nouveau procédé B2B, donc sous un autre nom de Costline. Ça s'appellera Merchline Studios. Donc ça va être clairement une autre entité, un nouveau nom commercial, un nouveau Instagram. Mais c'est vraiment ouais, le fait qu'on on se fasse démarcher par des festivals, par des assos et en dizaines, vingtaines. Et en fait, on s'est dit, OK, ben, aujourd'hui, en fait, pourquoi pas ouvrir un nouveau segment, en fait, un nouveau marché. Là, il y a une demande, il y a une demande, enfin, il y a une offre. Enfin, on va adapter tout ça. Ouais, et surtout, en plus, c'est ce que tu nous disais ce matin, c'est qu'en gros, toi, tu as acquis un savoir-faire du coup avec Costline C'est ça. au niveau de la production de vêtements et tout. Tu sais ce que tu veux, tu sais comment ça fonctionne maintenant. Et du coup, l'idée, c'est de l'appliquer sur un autre besoin. En fait, en gros, ça va rester les mêmes caractéristiques, les mêmes produits. Donc, en fait, la même image de marque. Donc, produire éco-environnemental, produire luxe premium. Donc, on va pas target tout le monde, forcément. Du coup, les prix, les produits, ça va pas être les besoins de tout le monde. Donc, ça, c'est sûr, c'est pas ce qu'on voulait nous aussi. On veut vraiment rester dans les mêmes, on va dire, value DA de Costline. Et pas changer parce que sinon ça n'a pas de rapport en fait. Il y a tout, tu vas là et tu vas là, il y a tout qui Ouais, s'écroule t'es quoi. obligé de tout reconstruire. Ouais, voilà, en fait on a construit quelque chose et il faut pas le dégrader. Et en fait c'est vraiment ouais, Merchline qui produit pour Costline. En fait Costline c'est un client de Merchline, c'est comme ça qu'on voit la chose. Et ouais, en fait tout le knowledge qu'on a acquis durant cette année, toute l'expérience pour un sales, en fait c'est hyper important du coup pour vendre. Donc là on est en train de former une équipe de sales qui va Enfin, on leur apprend un peu tout ce qu'il y a à connaître dans le monde du textile, mais c'est assez quand même basique. Là, on parle pas de confection de pièces sur mesure, etc. Donc, c'est vraiment adapté à des besoins plus simples, mais ça reste du luxe et du premium. Ouais. Donc, ouais, c'est là où on veut en venir. Trop stylé. Et pour ça, ouais, ça nous permet aussi de scale, parce qu'il y a des produits, ça va être les mêmes que Costline, ceux du Portugal notamment. Donc, ça nous permet de scale, de prendre des plus grandes quantités, même couleurs, payer moins cher aussi en prix de prod. L'atelier, ça va être le même. Donc en fait, on va un peu converger sur les mêmes idées aussi. Et c'est vrai que du coup, tu me fais penser à une question qui est plutôt business. Comme tu es en train de dire, genre ça te permet de scale au global, du coup, ton entreprise, même si on parle pas forcément que de la marque Costline, tu vois, genre au global, tu veux faire grossir ton entreprise. Et c'est intéressant aussi parce que d'un côté, bah, c'est un peu le message depuis le début, c'est qu'en gros, Costline, vous travaillez vachement sur une identité, sur un branding fort. Du coup, forcément, ça met un peu plus de temps à augmenter. Par contre, toi, tu arrives avec du coup cette deuxième marque qui va te permettre peut-être demain d'avoir des fonds pour injecter dans Costline. C'est totalement ça. En gros, c'est les fonds. Après, c'est plutôt les fonds de Merchline qui vont être réinjectés dans Costline. Ouais. Le début, c'est clairement Costline qui investit tout dans Merchline, c'est normal. Mais en fait, Merchline, c'est on va dire, ça requiert moins de fonds en fait. Parce qu'il y a moins de marketing, il n'y a pas d'influenceurs à payer, etc. Toutes les collabs qu'on fait avec des festivals, etc., on peut en profiter pour les mettre sur nos réseaux. Ça, c'est de la pub gratuite. C'est du marketing qui est gratuit, encore une fois. Donc, c'est plus simple et ça demande moins d'argent. Donc, en fait, on a lancé ça aussi pour faire vivre ça et pour que ça reste en fait dans les mêmes idées, quoi. Carrément. Bah, stratégiquement, c'est... Ouais, c'est ça. Mais on verra où ça vient, si ça nous demande trop de temps, etc. Parce que aussi, on a A et B, il faut pas aller à C, tu vois. Puis là, du coup, vous êtes vraiment au début, donc il faut tester, il faut voir si ça fonctionne. Et après, comme je disais, on va avoir une équipe de sales qui va être là aussi pour gérer un peu toute la demande qui va être liée autour de ça. Et nous, avec notre business model qui est déjà très bien écrit, en fait, c'est vraiment un projet qui date depuis le début de Costline, en fait, depuis le début de la demande, où on réfléchit à ouvrir. Ah oui, parce que c'était aussitôt que ça, genre au début. Ah ouais, septembre dernier, on a fait nos premières commandes pour des assos où
on le faisait un peu comme ça, à droite à gauche, et tout au long de l'année, on s'est dit, bon, en fait, ouais, on reçoit de plus en plus de mails, là, il y a quelque chose à faire, On en va fait. le faire. Ouais, on va le faire. Mais ça prend un peu de temps, quand même, à step, tu Ouais, vois. c'est ça. Et surtout que tu as déjà une autre marque à gérer. Donc... Ouais, c'est à step up, et en fait, il faut vraiment qu'il y ait une grosse demande, quoi. Ah, c'est clair. Et du coup, c'est quoi, genre, les prochaines étapes? Si on parle globalement de tout, de Costline, de Merchline. Les prochaines étapes, là, on est en train de lancer une collection autour d'un artiste. Ouais. Ensuite, dès que ces collections sera finies, là, on va attaquer les collections plus hivernales. Donc, plus des vêtements assez chauds, des knitwear, encore des collaborations avec des gens qui nous parlent et qui influencent aussi, qui sont très influents. Du côté de Merchline, du coup, là, c'est vraiment structurer la boîte. Site internet qui est en création, qui est bientôt fini, collaboration avec vous aussi. Hein. C'est pour ça aujourd'hui qu'on est là vrai, aussi. Donc, on attend beaucoup de Merchline en soi. Qui puisse aider un peu le bébé Costline à grandir aussi, parce que du coup Costline ça demande quand même, il mange on va dire, il mange beaucoup d'argent pour se créer parce que il consomme beaucoup en fait. C'est pour ça qu'aussi on met en place Merchline pour l'aider à vivre en fait. Ouais. Parce qu'aujourd'hui une marque il y en a des centaines, donc comment être intelligent quand t'as pas de fonds, tu veux pas faire de levée de fonds pour l'instant, on réfléchit, pas d'incubation, qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait. Et du coup c'est là où on s'est dit ok il faut qu'on passe le next step. Il y a une volonté du coup d'aller chercher des fonds plus tard ou... On a beaucoup réfléchi, on a eu 2-3 offres. Est-ce que on est prêt à lâcher? On est déjà 3 dans le capital. Est-ce qu'on est prêt à lâcher? Comme on dit, c'est bien d'avoir un gâteau, mais s'il est rempli, on n'a rien, c'est nul. Autant avoir des petites parts de plusieurs gâteaux. Donc on est ouvert. On est clairement ouvert à ces possibilités. Prêt bancaire aussi, subvention. Donc on regarde un peu à droite, à gauche. Et après, on cherche pas non plus énormément. En fait, on va aussi, comme on dit, c'est l'offre qui vient aussi à un moment. Ouais. Si tu cherches pas et si ça arrive, c'est que c'est le destin, c'est que c'était fait pour être là. Ok. Et après, si on se projette un peu plus loin, genre on va dire dans 5 ans, il y a un idéal où tu aimerais positionner Costline et Merchline dans un peu plus loin du coup? Il y a un idéal, ouais, où c'est vraiment, si on parle de 5 ans, c'est vraiment Merchline, le leader de la merchandising sur le secteur français. Et Costline, ouais, c'est une marque qui est reconnue, qui peut vivre d'elle-même avec une compagnie derrière. Après, voilà, Costline, il y a tellement de projets qu'on peut faire. Par exemple, podcast. En fait, il y a beaucoup de choses aussi à mettre en place. Ouais. Et il faut rester sur cette lancée. Une marque de vêtements, ça prend du temps. Beaucoup, c'est énergivore. Hein. Déjà, merci pour tous les partages. Franchement, tu nous as donné pas mal d'éléments. Je pense que... Merci à toi. Hein. C'était super cool en tout cas. Avant de finir, quand même, j'ai 2 choses à te demander. Et le premier, c'est du coup, je te l'ai dit un peu tout à l'heure, le podcast s'appelle Mal barré. Est-ce que tu as un moment mal barré où du coup, tu t'es dit, ah merde, là ça va être compliqué. Et au final, ça s'est amélioré, idéalement? Ouais, au tout début, on a première commande, on reçoit 50 t-shirts avec des taches. Et là, j'ai fait, oh là là, ça va être la galère. On commence, on injecte quand même pas mal, et là, il me ramène 50 t-shirts avec des taches. Et là, j'étais, ok, c'est mal barré, quoi. On commence très mal. Il va falloir être fort mentalement, je sens que ça va être des années difficiles. Et ça se passe comment? Genre là, il t'a remboursé? Ah ouais, ils m'ont remboursé. Ah ouais, et juste première commande, recevoir ça, ça fait mal. Hein. Ouais, c'est ça, ton premier billet que t'as lâché. Ouais, et poum, directement, plein de stains. Et là, j'étais, aïe. Compliqué. Le deuxième élément que j'aimerais te demander, c'est est-ce que tu as un conseil à donner du coup à l'audience? Ça peut être n'importe quel conseil, hein, un truc de développement personnel ou des gens qui veulent se lancer aussi pareil dans la fashion ou dans les vêtements. Mais le petit twist, c'est que j'aimerais bien que ça soit quelque chose que je peux appliquer dès demain. Moi, je dirais mélanger le travail avec le sport, en fait. Parce que, du coup, comme je disais depuis le début, ayant grandi à Chamonix et ayant fait du sport toute ma vie, c'est peut-être aussi cette gestion du stress lié à faire beaucoup de sport qui m'aide. C'est-à-dire, je me réveille le matin et je fais du sport direct. Et du coup, ça me permet d'être hyper proactif toute la journée. J'ai une sorte de hyper content, une boule d'énergie. Faire une sieste le midi parce que du coup j'en ai vraiment besoin. Mais vraiment pas se lessiver, pas se laisser aller, à rester sur l'ordinateur, être fatigué, etc. On sait qu'on va beaucoup bosser toute la journée, donc autant se mettre un coup soit le soir, soit le matin et pas un coup de sport, quoi. Tu décharges tout ton stress. Tu décharges tout le stress et après t'es prêt à attaquer la journée à fond, quoi. Trop cool. C'est un peu le mot. Il y a tellement de mots à dire, mais si on peut twister ça comme ça, c'est j'aime bien. demain. C'est simple et au moins on peut l'appliquer demain. C'est ça, mais ouais, vraiment, pas lésigner sur le sport. Donc les gens, demain, là, il faut qu'ils aillent faire du sport.
Exactement. Tu fais quoi Je toi me du coup fais- comme sport à part le surf et ski? Bah, quand j'ai pas de surf et de ski à faire, je vais courir Petit le running. matin, running ou alors la gym. C'est très bien. Franchement, c'est simple. Hein. Même chez soi, il n'y a pas besoin de matériel. Hein. Bon, c'est pas un podcast sur la gym, mais presque quoi. Bon, bah, merci beaucoup. Déjà, bah, on peut suivre les aventures de Costline. Du Ouais. coup, bah, allez-y, je vous le recommande et surtout, c'est hyper quali comme contenu. Pareil, s'ils veulent acheter des vêtements, on Tout peut sur que le le site. recommander, Ouais. c'est tout sur le site. Petit conseil aussi sur le côté, justement, ce qu'on disait, personal branding, building public. Suivre aussi la chaîne YouTube, parce que Mm. du coup, vous avez déjà posté un podcast Ouais. et le deuxième qui arrive. C'est ça. Assez cool. Et aussi de suivre l'aventure de Merchline, du coup, qui va bientôt sortir. C'est ça. Ouais. Donc, Courant du mois d'octobre, novembre. Ouais. Non, septembre. Non, Ouais, octobre. peut-être qu'il sortira avant ce podcast, on verra. Ouais, Je sais pas. novembre. Mais en tout cas, bah, merci Merci Lohan. à toi, Merci Sacha, pour tous les partages. Et pour puis, l'invitation. bah, de rien. Et je te souhaite que le meilleur pour Merci la suite. beaucoup en tout cas. Ça fait plaisir. Ouais, j'ai bien aimé. Ah, c'était cool. T'as bien aimé On est bien dans le time.